jamais un produit technologique ne s'est imposé aussi rapidement dans les foyers. Aujourd'hui, le marché des jeux vidéo croît à une vitesse vertigineuse, plus 50% en 91 et en 92. Résultat, près du tiers des foyers français est équipé. Et tandis que les plus jeunes passent des heures devant leur console, les parents s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que ces jeux vidéo qui hypnotisent littéralement nos enfants? Est-ce bon ou mauvais pour leur développement? Et que nous réserve l'avenir? Nous nous sommes promenés dans la galaxie des jeux vidéo pour tout vous faire comprendre sur ce monde en pleine explosion. Et tout d'abord, le b.a.-ba des jeux vidéo pour ceux qui n'y ont jamais rien compris. Mes jeux préférés, c'est Super Mario Kart sur Super Nintendo. Street Fighter, Mortal Kombat, en arcade. Et puis peut-être de la baston, du beat'em all. Beat'em all, shoot'em up, jeu de plateforme, boss de fin de niveau, vous n'y comprenez rien? Alors accrochez-vous à votre joystick, littéralement bâton de joie, c'est parti! Un shoot'em up, c'est ça. On tire, tout shoot up, sur tout ce qui bouge. Zem, les autres. C'est marrant. Dans les beat'em all, ce qui se traduit par battez-les tous, on tape joyeusement sur des hordes d'individus peu recommandables. Comme ça se passe la plupart du temps dans une rue, street en anglais, et que l'on est un combattant, un fighter, le jeu le plus connu s'appelle Street Fighter. C'est simple, mais il fallait y penser. Le premier jeu de plateforme s'appelait Lode Runner. Un petit personnage se déplaçait sur des traits horizontaux qui symbolisaient le sol du rez-de-chaussée, des étages ou des caves d'un immeuble. Ces traits ont aussitôt été baptisés plateformes. Du coup, tous les jeux où l'on marche, court, saute et évite des pièges ou des monstres est qualifié de jeu de plateforme. De Lode Runner à Mario All-Stars, en passant par Busby ou Aladdin, les graphismes se sont améliorés, la vitesse a augmenté, mais le principe reste strictement le même. Un point commun à tous ces types de jeux. Après avoir affronté un certain nombre d'ennemis, vous vous heurtez aux super méchants, aux big boss de tous les affreux, autrement dit aux fameux boss de fin de niveau. Plus gros et plus méchant que les autres, c'est le gardien qui vous empêche de poursuivre le jeu. Il faudra le battre pour continuer. Et les 8 bits, 16 bits ou 32 bits? Les bits servent tout simplement à mesurer la puissance d'une console. Il s'agit en fait de la puissance de calcul du microprocesseur qui est le cœur du système. Cela marche un peu comme la cylindrée d'une voiture. Une 8 bits serait comme une 2 chevaux, une 32 bits comme une Porsche. La puissance d'une console permet d'améliorer les graphismes, la qualité de l'animation et celle de la bande sonore. Cela dit, l'intérêt d'un jeu repose non sur son habillage, mais sur son principe. Attention donc à bien vérifier l'intérêt d'un jeu avant de l'acheter, surtout qu'il y a de quoi s'y perdre. Et pourtant, ce véritable monde que constituent maintenant les jeux vidéo est quasiment né hier. Regardez à quoi ressemblait Pong, l'ancêtre de tous les jeux vidéo. C'était en 1972. Il n'a que 22 ans, mais déjà beaucoup d'enfants. Pong, le premier des jeux vidéo, est né dans un garage de la côte californienne. Suivirent tennis, football, pelote basque, des jeux qui, même s'il était assez difficile de les différencier les uns des autres, eurent un succès phénoménal. Du coup, Nolan Bushnell, leur inventeur, décida de créer une PME, Atari. Très vite, les ancêtres de nos jeux actuels virent le jour. Breakout perfectionnait le principe de Pong et lançait la vague des casse-briques. Space Invaders préfigurait nos shoot'em up. Il fallut cependant attendre Galaxian pour s'affranchir de la pesanteur et Zaxxon pour découvrir les joies de la 3e dimension. Du côté des simulations sportives, Decathlon proposait une représentation hyper réaliste du sport. C'est du moins ce qu'écrivaient les journalistes à l'époque. L'immense succès de Pac-Man ouvrit une voie nouvelle, celle des jeux de labyrinthe. Et Mario fut. À ses débuts, la création de Nintendo, un fabricant japonais de jeux de cartes, cédait la vedette à un grand singe qui lui jetait des barils. Le personnage connut la fortune que l'on sait. Le jeu, lui, inaugurait la catégorie des plateformes dont Lode Runner allait sur micro-ordinateur être le roi incontesté. Tout était prêt pour que commence la grande bataille des jeux vidéo. À ma gauche, le petit livreur de pizza, Super Mario. À ma droite, son concurrent direct, Sonic, le hérisson. Ces deux personnages résument l'affrontement entre les deux géants des jeux vidéo, Sega et Nintendo. Deux sociétés dont la réussite extraordinaire fait des envieux qui lorgnent sur ce marché très lucratif.
Nintendo est le leader mondial du marché des jeux vidéo et représente environ 70%, pèse 70% de part de marché. Sur le marché mondial, Sega, c'est le numéro 2 qui monte. Donc 45% de part de marché mondial à peu près. À eux deux, ils font déjà 115% du marché. Vous l'avez compris, entre Sega et Nintendo, la guerre est planétaire. Tout a commencé en 86 aux États-Unis où Nintendo a vendu 200 000 consoles en 6 mois. Personne ne pouvait alors espérer se mettre en travers de la NES et de son héros, Mario. Les éditeurs de jeux vidéo se mettent au service de Nintendo qui sort environ 10 jeux par an uniquement sur console Nintendo. Car le père de Mario demande à ses partenaires de choisir. Ou vous travaillez exclusivement pour nous, ou vous allez voir ailleurs. En plus, Nintendo se réserve la fabrication industrielle des cartouches de jeux. Ce contrôle total du matériel et des logiciels, du hard et du soft, est une stratégie payante. En 92, le bénéfice de Nintendo s'est élevé à 7 milliards de francs, l'équivalent de celui d'Alcatel, plus gros bénéfice de France. Du côté du numéro 2, Sega, les choses ne vont pas mal non plus. Au début, Sega était à la traîne. Challenger et non leader, il avait dû adopter une politique plus souple vis-à-vis des éditeurs de jeux vidéo, dont certains avaient le droit de fabriquer leurs propres cartouches pour console Sega. Mais ça n'a pas duré. Sega lance la Mega Drive, première console 16 bits. Elle va rester plusieurs mois en situation de monopole et permettre à son héros fétiche, Sonic, de conquérir des parts de marché. Nintendo, qui contre-attaquera avec la console Super Nintendo, comprend qu'il va falloir partager le gâteau. Aujourd'hui, si Sega et Nintendo ont encore une longueur d'avance sur leurs concurrents, ils savent que les belles années sont finies. Le marché évolue si vite que personne ne sait de quoi demain sera fait. Exemple, la technologie. Dans les laboratoires existent déjà les machines des 5 prochaines années, mais faut-il les lancer ? Regardez l'Amiga CD32. C'est la première console 32 bits. À peine est-elle sortie qu'Atari présente la Jaguar, une console 64 bits en passe de reléguer la Mega Drive, la Super Nintendo et toutes les autres consoles au rang d'antiquité. Ici, on joue en 3 dimensions et en temps réel. On peut se déplacer où l'on veut dans le décor, c'est du jeu virtuel. Autre menace, l'arrivée de la 3DO, qui va rendre accessible au grand public les jeux haut de gamme jusque-là réservés aux vrais ordinateurs. Alors là, on est devant la 3DO et l'intérêt de cette console, c'est qu'on peut avoir des jeux qu'on retrouve généralement sur un PC compatible. Mais on n'a pas besoin d'avoir de clavier. Tout ça, c'est dispo sur console grâce au magique, au CD-ROM. Et derrière la 3DO, il y a Matsushita, le géant japonais de l'électronique, qui lorgne sur ce marché juteux. Côté jeu, ce n'est pas mieux. Il se démode à toute vitesse et pour se maintenir en tête du peloton, il faut dépenser énormément d'argent. La guerre des jeux vidéo n'est pas près de s'éteindre et le match Sega-Nintendo pourrait bien être déjà dépassé. Et nous, dans tout ça, sommes-nous les drogués des jeux vidéo, les victimes de cette guerre commerciale acharnée, de cette profusion de consoles, de cartouches, de disquettes de jeux ? Pas d'affolement. Si, comme partout, l'excès peut se révéler dangereux, les jeux vidéo ont aussi leur côté positif, parfois inattendu. D'après une enquête récente auprès des lecteurs d'un magazine spécialisé, les joueurs de 10 à 21 ans passent la moitié de leur temps libre à assouvir leur passion. Certains vont rester 6 heures par jour rivés à leur console. Le budget suit, car tout cela coûte cher, très cher. 4 000 francs par an en moyenne pour les jeux vidéo, avec l'achat du matériel, contre 700 francs pour faire du sport ou 230 francs seulement pour aller au cinéma. Il faut bien sûr acheter les magazines spécialisés qui fleurissent. Un seul en 87, 14 aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Allô, Mario? Oui, il y a un problème parce qu'il paraît que au niveau 1-2, il y a un haricot magique. C'est un copain qui me l'a dit. Non, pas dans le monde 1-2. Pour les adeptes en perdition, bloqués à une phase du jeu, on a créé les hotlines. Celle de Nintendo détient le record. 40 personnes y répondent à près de 20 000 appels par jour en période de pointe. Mais bien sûr, le haricot magique a un prix, 8 francs la minute. Ah bah le voilà enfin, c'est haricot magique. Parcours de la montagne,
Enfin, la télévision, qui voit ses taux d'écoute dangereusement baisser chez les jeunes, a pris le train en marche. Qui, jusqu'à présent, Car voici la séquence preview sur Megadrive. merci grand sage. Comme toute nouveauté, en pleine évolution, le jeu vidéo a ses détracteurs. Première attaque, le jeu vidéo rendrait épileptique. La rumeur a fait son chemin après le décès d'un jeune Anglais victime d'une crise alors qu'il jouait sur sa console. La suite montrera que seules les personnes sujettes à des crises sont concernées. Mais désormais, une loi oblige les éditeurs de jeux vidéo à joindre cet avertissement sur chaque produit. Mieux, certains éditeurs ont pris les devants en incluant dans le jeu des invitations à s'arrêter de jouer à intervalles réguliers. Aucune loi précise en revanche sur le contenu et la moralité des jeux vidéo. Si Sega et Nintendo pratiquent une certaine autocensure sur les produits qu'ils contrôlent, ce n'est pas le cas d'autres constructeurs. On peut tout de même s'interroger sur le caractère éminemment violent des shoot'em up. Ou sur les épisodes suggestifs de certains jeux d'aventure. Quelle influence peut avoir la pratique assidue de Desert Strike, grand succès des jeux vidéo qui vous propose tout bonnement, dans un désert où tout le monde reconnaîtra l'Irak, de liquider sans discernement le plus possible d'ennemis? Ou celle de Wolfenstein 3D, dans lequel, piégé dans une forteresse nazie complaisamment décorée de portraits d'Hitler et de croix gammées, votre mission est simple, abattre les SS et leurs chiens de garde. Mais que fait la SPA? Mais ce que critiquent le plus certains spécialistes de la question, ce sont moins les jeux eux-mêmes que les activités qu'ils remplacent, voire même qu'ils suppriment, comme par exemple les moments où l'on ne faisait rien. Les temps morts dans la vie sont des moments où on peut faire face à son anxiété, la dominer, en sortir victorieux et apprendre à lui faire front la prochaine fois. Le jeu vidéo leur fait faire l'économie de tous ces moments-là, d'une part parce qu'il est très attrayant, excitant, fascinant, quand il n'est pas carrément hypnotisant. Quand ensuite le silence revient, la solitude, l'attente, attendre simplement que le dîner soit prêt, attendre que les devoirs soient corrigés, attendre que le sommeil vienne. L'enfant n'a pas eu l'occasion de se renforcer face à ces moments-là. Les jeux vidéo sont-ils bons ou mauvais? C'est une question qu'il faut abandonner. Une voiture, c'est pas bien ou mal. Si vous prenez la voiture et que vous vous mettez foncez à toute vitesse dans la rue, vous allez faire beaucoup de dégâts. Il faut un permis de conduire, il faut une éducation. La voiture, ça permet aussi de faire des ambulances. Jeux vidéo, c'est pareil. Si on met un titre dans les mains de quelqu'un qui s'intéresse à rien, ça va pas le développer. Mais si un enfant curieux trouve un titre qui est riche, il va se développer comme avec n'importe quelle pratique. Parfois, les jeux vidéo peuvent instaurer un dialogue entre parents et enfants, et puis il faut qu'ils jouent avec. Donc à ce moment-là, il se crée une complicité entre le parent qui joue et l'enfant, et l'enfant est mis en confiance, il en parle plus facilement, et je dirais même qu'il en sort plus facilement. Conclusion pour les parents, ne laissez pas vos enfants s'isoler dans cet univers, mais jouez plutôt avec eux.